Bonjour Benoît Hamon. Bonjour. Vous êtes la tête de liste de Génération. Et tout d'abord, Benoît Hamon, quelle Europe voulez-vous ? Quelle Europe voulons-nous ? J'ai envie de vous dire qu'on est un vrai carrefour. Je pense que le projet européen est menacé. Mais il est menacé à la fois par la pression des nationalistes et par le fait que les libéraux leur cèdent. Et ils leur cèdent sur l'essentiel, les libertés. Aujourd'hui, la liberté de circulation est menacée en Europe, puisque même le président Macron veut remettre en cause Schengen. La liberté de disposer de son propre corps pour les femmes est menacée par les pressions qui existent sur le droit à l'avortement. La liberté de manifester en France est menacée. Les libertés politiques sont menacées en Espagne quand on met en prison des hommes et des femmes qui ont voulu organiser un référendum, et pas davantage qu'un référendum en Catalogne, indépendamment de ce qu'on peut penser de la question catalane. Et je pense aujourd'hui que l'Europe est menacée d'abord parce que les libertés en son sein y sont menacées, donc la démocratie. Et c'est la raison pour laquelle nous avons placé, notre campagne européenne autour ou sous le chapeau des libertés, parce que nous jugeons aujourd'hui que ce qui a commencé à se défaire par le très mauvais accueil aux migrants, par le fait de leur fermer la porte, par le fait de leur préférer la liberté de circulation des biens, des marchandises et des capitaux à travers tous les traités de libre-échange, plutôt que le devoir humanitaire de prendre en charge ceux qui ont le moins. Nous pensons que ce qui a commencé là explique aujourd'hui le fait que les libertés reculent partout en Europe, y compris dans notre pays. Donc quelle est l'Europe que je souhaite ? Quelle est l'Europe que nous voulons ? Nous voulons une Europe des libertés, une Europe dans laquelle nous puissions collectivement, à nouveau nous épanouir. Et nous épanouir, ça suppose évidemment de traiter la question écologique comme la question sociale. Et on reviendra peut-être sur la question du SMIC européen. Mais cette question est une question importante parce que finalement, elle sépare celles et ceux qui ne pensent pas qu'il puisse y avoir de progrès sociaux pour tous et ceux qui pensent encore que ça peut s'améliorer partout. Et la cible que l'on fixe sur le salaire minimum européen, entre celle qui est proposée par Madame Loiseau, celle qui est proposée par les Verts et le Parti Socialiste, par exemple, ou celle que nous proposons, dit tout du niveau d'optimisme et de confiance que nous avons dans le projet européen. Nous sommes encore confiants et optimistes. C'est-à-dire, en l'occurrence nous considérons, et c'est frappant de voir que des partis de gauche l'ignorent, qu'il faut partir déjà de ce que le Parlement européen a voté. Prendre l'Europe au sérieux, c'est déjà prendre le travail du Parlement européen au sérieux. Quand le Parlement européen fixe comme cible pour le salaire minimum européen, le Parlement européen, dans sa dernière mouture, 60% du salaire moyen, alors on va dire 60% du salaire médian, 60% du salaire moyen, tout ça est très techno, mais ça fait une grosse différence. En l'occurrence, pour la France, ce serait 1340 € net. Donc évidemment un gain de pouvoir d'achat notable. Que dit le Parlement européen ? C'est qu'il faut cesser d'opposer les travailleurs de l'Est aux travailleurs de l'Ouest. Que fondamentalement les inégalités, quand elles existent entre ceux qui travaillent ici et ceux qui vivent de la rente, du capital dans chacun de ces pays. Et qu'il faut donc répartir différemment la richesse et que fixer une cible de salaire minimum qui serait en deçà du salaire minimum dans un certain nombre de pays, serait donné un moyen de pression au patronat européen, au patronat des États membres, tel qu'il conduirait à la remise en cause d'un certain nombre des acquis sociaux en Europe. C'est pour ça que nous fixons une cible qui est celle déjà fixée par le Parlement européen, 60% du salaire moyen, pour permettre à tous les travailleurs d'améliorer leur situation. Et sur la question de cette harmonisation, dans votre programme, vous souhaitez aussi un ISF européen. Est-ce que ce n'est pas aussi une atteinte à la souveraineté fiscale de chaque pays, parce qu'avec cette logique, demain, si d'autres pays veulent baisser l'impôt sur les sociétés en France, est-ce qu'on pourra s'y opposer ? Écoutez, nous, on souhaite qu'il y ait de l'harmonisation à travers le fait que la richesse soit taxée le plus justement possible, parce qu'elle ne l'est guère aujourd'hui, partout en Europe, pour éviter ce qu'on appelle aujourd'hui le tourisme fiscal ou le shopping fiscal, puisque les grandes fortunes, qu'il s'agisse des grandes fortunes privées, des familles ou des grandes entreprises, se livrent à ce shopping fiscal en Europe. Donc, on souhaite que l'impôt sur les fortunes soit mis en place au niveau européen pour éviter cela. En même temps, il faut être parfaitement honnête. Le fait de le poser suppose que les États membres se mettent d'accord sur le fait de le créer dans chacun des États. Il suppose l'unanimité, même si désormais dans les traités européens, et je m'en réjouis, Jean-Claude Juncker a découvert qu'il existait une clause passerelle, même sur les questions de fiscalité, qui permettait de prendre des décisions à la majorité qualifiée. Mais nous fixons cet objectif-là. Le but, il est de dire que aujourd'hui, il y a une forme d'harmonisation de la fiscalité qui s'opère en Europe, par le bas. C'est-à-dire que l'impôt sur les bénéfices des sociétés baisse et que, de facto, les recettes des États sont en train d'être diminuées. Cette harmonisation fiscale par le bas, nous voulons lui opposer un modèle beaucoup plus vertueux qui est
de créer un impôt sur la fortune européen, de tenter une harmonisation concrètement, Benoît Hamon, de quelle nature serait cet impôt? Quel taux? Ça dépend de chaque. Ça dépend déjà de chaque État. L'objectif, c'est que si le principe d'un impôt sur la fortune européen. Derrière la tête. Moi, je souhaite que les prélèvements soient sur à la fois le patrimoine immobilier. En France, on a sorti de l'impôt sur la fortune tout ce qui relève des richesses créées non immobilières mais immobilières. Donc, dans les faits, on est aujourd'hui dans une situation où là où on s'enrichit le plus, on ne paye pas d'impôt sur la fortune. Donc nous souhaitons qu'il y ait une assiette suffisamment large et qu'on tende, qu'il y ait une forme de serpent fiscal européen qui tende à la fiscalisation de la fortune partout en Europe pour éviter ce shopping fiscal. Benoît Hamon, depuis plusieurs mois en France, une crise sociale d'importance est en cours et pourtant on n'a pas l'impression, en tout cas on peut formuler cette hypothèse, peut-être ne serez-vous pas d'accord, que la gauche profite de cela dans les intentions de vote. Comment expliquez-vous ce décalage ? La gauche n'en profite pas, vous pouvez le dire plus nettement. En tout cas, c'est dans les intentions de vote. Peut-être que lors du résultat du 26 mai, les choses seront différentes, mais dans les intentions de vote, ça n'est pas clair. Pourquoi ? Il y a plein d'explications, mais c'est vrai que dès lors que la question sociale et la question démocratique sont en tête des préoccupations des Français, le fait que la gauche ne soit pas au rendez-vous des intentions de vote nous interroge sur le déficit de crédibilité qui est celui de son projet. Elle est divisée, c'est incontestable. Si elle avait été plus rassemblée, c'eût été plus simple. Aucun geste n'a été fait par les partis politiques pour qu'elle le soit. Je rappelle que quand nous avons proposé une votation citoyenne qui était un modèle original, démocratique, très innovant et moderne de rassemblement, tous les partis l'ont refusé. 2, il apparaît que sur ces solutions, la gauche reste aussi très accrochée à un modèle qui est celui des années 80-90. Que dit-on plus ou moins de salaire, plus ou moins d'impôts, mais on ne change en rien le rapport qu'on peut avoir au travail, la prise en compte de la transition de la révolution numérique. Toutes ces questions-là restent des impensés d'une partie de la gauche. C'est la raison pour laquelle je pense aujourd'hui qu'il y a un déficit d'abord de crédibilité sur le fond de la gauche. Et nous avons voulu, au niveau européen, et c'est un point important sur que je veux souligner. Voyez-vous, le 27 mai, députés européens élus, nous n'aurons absolument pas à européaniser notre programme. Et je veux dire ici la chose suivante. C'est très frappant de voir qu'à quelques exceptions près, et elles sont peu nombreuses, la plupart de ceux qui viennent aux élections le font avec un programme franco-français, qui nécessitera d'être mis en confrontation avec autant d'autres programmes nationaux dans leurs groupes respectifs pour pouvoir ensuite construire une stratégie politique. Justement, Frédéric nous avons beaucoup travaillé avant dans le printemps européen, et je le dis, c'est le printemps européen, c'est votre alliance avec différents partis. La force de notre européens. projet, elle est là. C'est que notre programme est déjà un programme européen immédiatement opérationnel. Pour autant, vous entendez ce que dit votre compétiteur Raphaël Glucksmann. La question principale, dit-il, demain, c'est de savoir si le groupe majoritaire sera le Parti conservateur ou le Parti socialiste européen, le Parti socialiste européen, groupe dans lequel sa liste, à lui, Raphaël Glucksmann, siégera s'ils sont élus. En d'autres termes, il vous accuse d'une dispersion qui peut permettre aux conservateurs de l'emporter. C'est une logique, vous, que vous rejetez ? Je trouve qu'il pleurniche un peu. C'est-à-dire pourquoi il d'abord, pleurniche ? je m'explique. Le groupe socialiste européen, il aura comme candidat Frans Timmermans, actuel vice-président de M. Juncker. Candidat à la Commission. À la Commission. Donc, ce que nous proposent aujourd'hui les sociodémocrates, c'est de poursuivre l'aventure avec un président de la Commission qui vient d'appeler à l'alliance avec qui ? Les libéraux d'Emmanuel Macron. Je le dis à Raphaël, sur ces questions-là, il faut être sérieux. Il faut être sérieux parce que c'est bien de faire des numéros de claquettes à Paris, et si c'est pour revenir aux mêmes équilibres qu'avant, à la même cogestion entre la droite et la gauche au Parlement européen et dans les institutions européennes, ça n'aura aucune espèce d'efficacité. Et je le dis sans sectarisme aucun vis-à-vis des libéraux ou des conservateurs. Moi, je les respecte, mais je crois au clivage entre la gauche et la droite. Et il me semble aujourd'hui que la responsabilité de la gauche, on évoquait tout à l'heure le fait qu'elle n'a pas de crédibilité aux yeux des Français qui protestent contre le manque de démocratie. De la crise mais pourquoi ? actuelle. Parce qu'elle est dans l'indifférenciation. Pourquoi ? Parce que si on a un programme puissant à gauche à Paris, mais que derrière on verse dans des stratégies qui sont des stratégies qui nous amènent à ranger ce programme une fois qu'on est élu pour co-gérer avec la droite beaucoup plus forte que la gauche, le Parlement européen, les institutions européennes, tout ça nous mène dans l'impasse. Alors ça, c'est pour Raphaël et pour Manon. Manon Aubry, la tête mais non, de mais liste non, mais de la je France Insoumise. Non, mais vous avez moi, répondu à Raphaël Glucksmann, mais non, mais là, je sais vois bien un que point de désaccord, c'est tout. J'ai pas envie de régler mes comptes avec qui que ce soit, parce que la réalité, c'est qu'on a des désaccords stratégiques. Non, mais il y a aujourd'hui une offre à gauche qui est
pléthorique, on peut dire ça ainsi, Mais Benoît Hamon? il y a 33 listes, donc dans l'absolu, Elle elle est est pléthorique aussi partout. pléthorique à gauche. Oui, non mais voilà, mais Et alors, elle est comment pléthorique à distinguer, droite, elle est pléthorique chez les libéraux. penser par exemple aux auditeurs de France Culture qui veulent faire leur choix entre ces différentes listes à gauche? Qu'est-ce qui vous distingue de la France insoumise dans vos propositions? Moi, je souhaite la révision des traités, mais je ne mets pas en option la sortie des traités et donc la sortie de l'Europe. Ça n'est pas une option ouverte pour nous. Les bornes dans lesquelles j'inscris le projet politique que nous défendons sont les suivantes. La première, sur la droite, c'est pas de coalition et de cogestion avec les libéraux et les conservateurs. Sur la gauche, si on le veut, si on pourrait dire les choses comme ça, on jouera pas l'Europe au dé. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas une stratégie qui dise il y a une option selon laquelle la sortie des traités pourrait signifier la sortie de l'Europe. Voilà, dans ce large spectre, nous pouvons discuter avec la gauche et les écologistes. Mais je dis ce point très important. Moi, je prends l'Europe très au sérieux. Au passage, j'étais très choqué hier d'apprendre que Madame Loiseau, sur une chaîne du service public, d'ailleurs une radio du service public, a dit que le programme de La République En Marche ne serait disponible que le 9 mai. Non mais, est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux qu'elle puisse se revendiquer, elle, de la seule liste pro-européenne? Rendez-vous compte des conséquences d'un tel message. Il serait, sur 33 listes, les seuls pro-européens. Que cela signifie-t-il? Que tous les autres seraient des nationalistes, des souverainistes qui veulent remettre en cause le projet Sur le européen? fond. Une dernière question, Frédéric Seyss. Une dernière question, puisqu'on parlait sur le fond de vos divergences programmatiques avec la France Insoumise. Il y a aussi une autre question sur laquelle vous vous distinguez dans votre programme. Vous souhaitez, vous, la création d'une défense européenne. Eux disent absolument pas, on n'en veut pas. En 2003, ils nous auraient envoyé en Irak s'il y avait eu une défense européenne. C'est Manon Aubry qui dit ça. Pourquoi vous souhaitez une défense européenne? Bon, d'abord, je pense que c'est pas sérieux de dire qu'on veut sortir de l'OTAN et ne pas imaginer demain les alternatives sur le plan européen. Je pense aujourd'hui que la difficulté que nous avons, c'est que globalement, quand on prend la somme des budgets militaires de l'Europe, ils sont équivalents au budget de la Chine, sauf qu'il n'y a pas de coordination de ces armées, pas de capacité à agir ensemble. Moi, il me semble aujourd'hui qu'il faut tendre vers cette défense européenne comme une alternative, évidemment, au parapluie américain et au bouclier américain, mais comme le moyen de nous protéger à la fois de deux types de menaces extérieures, le terrorisme, mais d'autre part des menaces qui pourraient peser sur nos frontières. Ça me semble être le sens de l'histoire. Dès lors que l'on croit à l'Europe, et dès lors que l'on pense que l'intégration européenne doit faire l'objet de toute notre énergie, de tout notre volontarisme, plutôt que d'expliquer à chaque fois ce qui ne va pas pour continuer à finalement démanteler morceau par morceau le projet européen. Moi, je ne veux pas dire ça à mes enfants, je le dis sérieusement. Je ne veux pas dire que la compétition, le retour aux nations serait l'avenir. Je crois encore à la coopération. Merci beaucoup, Benoît Hamon, pour la liste Génération à 8h49. Printemps européen, voilà, et DM 25.